J'ai un énorme problème dans ma vie de lectrice, c'est que je suis nulle à lire des sagas. Pour que j'enchaîne un tome 2, il faut vraiment que le livre soit excellentissime et cela fait 2 ans que je n'ai pas complété de saga. On va résoudre ça dans ce vlog. Hello, c'est Estelle et bienvenue dans un nouveau vlog de lecture. Ce mois-ci, les amis, je vais me mettre au défi. Je veux lire un maximum de tomes 2. Je suis hyper nostalgique de l'époque où j'enchaînais les sagas. Je pense notamment à la saga Lux, à la saga Shatterme, Vampire Academy. Bref, cette vieille époque où c'était pas une question quoi. Tu lisais un tome 1, bah tu lisais le tome 2. Je veux lire Two Twisted Crowns de Rachel Gillig, qui est le tome 2 de One Dark Window. J'avais énormément aimé One Dark Window. C'est de la fantasy gothique young adulte où on suit l'histoire d'une meuf qui s'appelle Elspeth qui a une voix dans sa tête et c'est la voix d'un démon. En gros, elle est dans ce monde où la magie est régie par un système de cartes, un petit peu comme des cartes de tarot, et selon les cartes que tu as, ça te donne un certain pouvoir. Elle va aider un groupe de hors-la-loi qui essaye de récupérer un maximum de cartes pour éviter que le roi les récupère avant eux et fasse n'importe quoi avec. Je vous avoue que j'avais énormément aimé le principe de j'ai une voix dans ma tête, mais j'avais pas non plus été renversée par la romance et tout ça. Mais à ce qu'il paraît, ce livre-là est supérieur. En plus, la romance prend un tout autre tournant parce qu'on a un nouveau chip qui nous est introduit et j'ai entendu que du bien sur celui-là. Ensuite, je veux lire Defend the Dawn de Brigitte Kemmerer, qui est le tome 2 de Defy the Night, qui est littéralement un de mes livres préférés de l'année dernière. On part encore une fois sur une fantasy young adulte où on va suivre un royaume qui était infecté par une épidémie et les antidotes sont assez rares et du coup c'est les riches qui en profitent. On suit l'histoire de Tessa qui fait partie d'un groupe de hors-la-loi qui vole des antidotes et qui les dilue pour pouvoir les redistribuer à beaucoup plus de gens. Elle se fait choper et elle est emprisonnée au château. Le roi va lui proposer de travailler en fait avec elle parce qu'il trouve que c'est une très bonne idée. Il y a une histoire de double identité là-dedans parce que dans sa société secrète, elle connaissait un gars qui en fait n'est pas exactement le mec qu'il prétend être. Le problème aussi, et c'est pour ça que je lis pas beaucoup de tome 2, c'est que souvent l'histoire se résout complètement dans le tome 1. Pas vraiment de suspense sur qu'est-ce qui va se passer après, mais en même temps toute l'intrigue n'est pas complètement bouclée, donc voilà, je suppose que là-dedans on va continuer de sauver des gens. Et j'espère aussi que la romance va un petit peu plus se développer. Ensuite, celui-là, j'ai trop hâte. Parce que pour le coup, je me souviens très précisément de comment ça se terminait. Rebel Witch de Kristen Sirkachely, le tome 2 de Heartless Hunter, qui a été aussi une de mes fantaisies préférées de l'année dernière. Celui-là, c'est plus de la romantésie. On suit l'histoire de Rune, qui est une sorcière. Le problème, c'est que les sorcières sont bannies et brûlées. Il y a un petit monsieur qui est très sympa et très sexy qui s'appelle Gideon, qui est un chasseur de sorcières, mais qui doit aussi se trouver une petite femme. Il va se retrouver à devoir courtiser Rune. Le truc c'est qu'il ne sait absolument pas que c'est une sorcière, sauf que elle sait très bien que c'est le chasseur de sorcières. Elle va devoir jouer un espèce de double jeu. Il apprend que c'est elle la sorcière, il la déteste et ça se termine sur ça. Moi je sais qu'ils vont se retrouver et qu'ils vont retomber amoureux. Et un autre livre dont je me souviens très précisément de la fin, Spark of the Everflame de Penn Cole. Celle-là elle a explosé aux États-Unis. Je pense que c'est une des romantésies pour le coup new adulte les plus connues. En France elle a été plus discrète. Dans celui-là, on est encore une fois dans une fantaisie à royaume où chaque royaume est dominé par des espèces d'humains mais un petit peu supérieurs, un petit peu faés qui ont des capacités surnaturelles. Un petit peu une ségrégation entre les humains et les faés. Et Diem, elle fait partie d'une communauté de résistants qui essaie de déjouer le pouvoir des faés parce que les faés leur chient dessus. Le truc c'est que à force d'aller au château, elle finit par bien sympathiser avec Luther qui est prince faé. À la fin du tome 1, elle a fait un move les gars mais qui était spectaculaire et j'ai trop hâte en fait de voir comment ça va s'enchaîner sur le top 2. Voilà les amis pour le planning, j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça va vous motiver à vous aussi un petit peu vous forcer à lire des tomes 2. J'ai forcément envie de commencer par des livres dont je me rappelle de la fin, mais en même temps je pense que si je ne lis pas Two Twisted Crowns tout de suite, je vais le repousser jusqu'à la fin des temps parce que c'est celui qui m'effraie le plus, donc je pense que je vais commencer par lui. Comme ça. And I come back changed and I can feel it in my bones. I fucked with the forces that her eyes can't see. Oh, now the darkness got a hold on me. Now the darkness got a hold on me. How long, baby, have I been away? Oh,
it feels like ages, though you say it's only days. And there ain't a language for the things I've seen, and the truth is stranger than my own worst dreams. The truth is stranger than my own worst dreams. Oh, now the darkness got a hold on me. I have seen what the darkness does. Say goodbye. Les amis, je suis... Oh là là, je vais m'habituer rapidement à ça, hein. Écoutez les gars, j'ai lu presque la moitié de ce monsieur, tout ça grâce au livre audio. Je l'ai mis dans la voiture, je l'ai mis dans le métro, j'ai tout rangé et nettoyé mon appartement ce matin. J'ai quand même regardé un récap du tome 1 avant de me lancer là-dedans parce que j'ai lu les 3 premières pages et je me suis dit alors, est-ce que... Donc la meuf m'a bien expliqué, merci d'ailleurs aux gens qui font des récaps sur TikTok, je vous aime. Ce livre est foutu d'une manière que j'aurais pas vraiment appréhendée parce que notre personnage principal du tome 1, Elspeth, elle est dans un état de semi-conscience étrange parce que le Nightmare a pris contrôle de son corps, donc le Shepherd King, le méchant. Du coup, elle, physiquement, son corps est là, mais sa conscience, elle est cachée vraiment dans un recoin très lointain de sa tête, et à la place, la conscience du Nightmare, c'est lui qui a possession de son corps. Donc en fait, ce n'est plus le personnage principal. Alors que c'était elle, notre protagoniste dans le tome 1, on a quelques chapitres de son point de vue où en fait elle est là et elle explique qu'elle ne comprend pas où elle est, ce qui fait que de nouveaux personnages prennent le dessus, hashtag Helm. Et ça, je le savais un petit peu parce que des gens parlaient de ce tome 2 pour justement ce nouveau point de vue qui est le frère de Hoff. Ce sont les 2 princes héritiers, les fils du roi méchant. Helm, dans le tome 1, j'avais trouvé extrêmement swag, genre je savais que c'était un mec cool, tu vois. Il récupère Ione. Et Ione, c'est la cousine de Elspeth, un nouveau couple qui se forme entre cette meuf qui était la promise de Hoff. Il s'est fait défoncer la gueule par le Nightmare qui avait pris possession de Elspeth. Du coup, Hoff, il est en convalescence je ne sais où, du coup Ione, elle a plus de mari, elle est accusée de trahison et le roi envoie son 2e fils, Helm, s'occuper d'elle et la foutre en prison et tout. Sauf qu'en fait, elle lui sauve la vie. Du coup, Helm, il a l'impression qu'il a une espèce de dette envers elle. Et cette meuf, elle a la carte de la Maiden. Une carte qui te rend hyper belle et qui te soigne toute ta peau et qui te soigne tout court. Ce qui fait qu'elle est à couper le souffle. Et en gros, au début, elle est en mode, bon, certes, elle est belle, mais c'est de la magie, genre c'est corrompu et tout. Mais en fait, au fur et à mesure, quand même, il la trouve vachement sympathique. Il se rend compte qu'elle est hyper froide, elle a plus trop d'émotions, elle est bloquée, elle a un peu de trauma. Et il comprend que lorsqu'elle était fiancée à Hoff, il lui faisait vivre des trucs horribles. Le mec un peu charmeur, un peu provocateur, et Ione, elle est aussi vachement comme ça. Et là, je viens d'arrêter leur première scène où ils se sont chopés, mesdames et messieurs. C'était très cool, j'étais dans ma voiture avec ça dans les oreilles. Je les aime beaucoup tous les deux, j'aime beaucoup Helm. C'est le genre de mec qui veut vachement prouver qu'il a grave confiance en lui, qu'il a grave de la répartie, mais à l'intérieur, il est vachement troublé. Ce couple-là, c'est eux qui tiennent le roman parce que Raven, il est en mode ah, je dois sauver Elspeth. Ces chapitres, ils sont pas intéressants, je dois vous avouer. Et dès que j'écoute un audiobook, je me rends compte de la plume. Et là, les gars, c'est un délice. Rachel Gillig écrit quand même très très bien. Hein. D'entendre chaque mot, ça me montre vraiment comment elle tourne ses phrases. Elle sort un nouveau livre cette année d'ailleurs. Donc je vais continuer ça, je vais manger ma quiche et je vais aller m'occuper de ce petit chat, de ce petit monsieur qui va rester avec nous pendant une semaine. Follow me into the endless night. I can bring your fears to life. Show me yours and I'll show you mine. Meet me in the woods tonight. Mais MDR! Oh les gars, ça commence à être sympathique là. Je vous disais que les chapitres de Raven pour les moments ils sont un peu nuls parce qu'il est juste giga triste parce que sa meuf elle est partie, elle est plus dans son corps. Et bien là, Elspeth, elle est revenue un petit peu dans son corps mais elle ne l'est pas en contrôle. Et là elle entend et lui il sait pas qu'elle est dans son corps. Ça les gars c'est les meilleures scènes, genre ça me rappelle vite fait les âmes vagabondes de Elspeth worry you no longer find her beautiful. Raven stopped in his track. She saw me look at her hair. She's seeing me now. Elle est là, elle est là. Je suis sûre, il va la prendre, il va faire je suis là ma chérie. Et là le Nightmare, il dit she says you are stupid, Raven. That's not what I said. Oh, il lui parle dans sa tête. Oh, c'est incroyable! Il a pris sa carte du Nightmare! Rachel Gillig, je comprends la hype. Avec la carte du Nightmare, Raven, il peut entrer dans la tête de quelqu'un. Il lui parle dans sa tête! Et du coup, elle peut lui répondre no, I need her, let him stay! Et tout ça se passe alors que ils sont tous comme ça. Hein. Un chapitre de ouf qui va enchaîner avec un autre chapitre de ouf, s'il vous plaît.
How long, baby, have I been away? Oh, it feels like ages, though you say it's only days. And there ain't a language for the things I've seen, and the truth is stranger than my own worst dreams. The truth is stranger than my own worst dreams. Mais what? Mais c'est adorable! Un porte-clés! Oh non, un porte-clés! Et j'ai gagné Paris Hollywood. I ain't never been away so long. Don't look back, them days are gone. Follow me into the endless night. I can bring your fears to life. Show me yours and I'll show you mine. Meet me in the woods tonight. La da 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 da. La da 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 da. Je viens de terminer. En fait, je suis hyper contente parce que le sentiment que j'ai là, c'est exactement ça, ce que je voulais pour cette vidéo. Ça fait tellement plaisir de voir que les autrices, elles poussent en fait leur intrigue. Elles ont des idées. Je suis trop contente en fait parce que cette meuf est giga intelligente. Ils ont fait fameuse prophétie, c'est-à-dire qu'ils ont récupéré les 12 cartes un peu in extremis et ils ont sacrifié un mec et comme par hasard, c'était le mec qu'on n'aimait pas, donc merci beaucoup. Et il y a toujours énormément d'attentes. T'es censé faire le meilleur truc de ta life, t'es censé faire une baston de ouf où tu sais que ça va partir dans tous les sens parce qu'il faut que le lecteur se dise oh my god, j'ai attendu toute une saga pour ce moment. Elle a nailed le truc. Il y a des gens qui ont failli crever, ça s'est pas passé comme prévu, il y a eu le stress, ils étaient là en train de courir dans tous les sens. Je suis très contente, je comprenais pas ce qui se faisait hein, mais ils ont retourné le monde entier là. Pour parler plus précisément de ce qui m'a plu dans ce livre, c'est l'arrivée en scène de Helm, donc ce nouveau point de vue. Ce mec était incroyable, je l'ai adoré, c'est mon coup de cœur. Sa relation avec Ione était géniale parce qu'en gros elle, son apparence elle était entièrement modifiée par la carte. Elle n'avait aussi plus aucune émotion. Et à la fin, quand elle enlève sa carte, elle est giga stressée parce qu'elle se dit mais si ça se trouve il va plus m'aimer quand je ne serai plus parfaite, ou si ça se trouve tout d'un coup je vais ressentir tellement de choses qu'en fait je vais mourir quoi. Et la scène était encore une fois dingue. Genre Rachel elle a pas peur hein. Elle te met un suspense de malade sur certaines scènes, elle les écrit. Elle arrive pas à parler parce qu'il y a tout qui monte en elle et Helm il lui dit there you are et après ils ont Ken dans la forêt. Alors ça les gars c'est vraiment parce que vous êtes dans de la fantaisie hein, parce que never on n'est pas non plus allé à des kilomètres du tome 1, on est resté dans la même mission, la même vibe, c'était facile à suivre et je précise ça parce que c'est vrai que parfois en fantaisie il se passe un milliard de trucs en même temps et tu comprends pas ce qui fait quoi. Le seul truc, j'ai vraiment rien compris, en gros Elspeth elle est dans cette espèce de conscience bizarre parce qu'elle est coincée dans la carte et elle a des flashbacks du moment où le Shepherd King, donc le Nightmare, il a créé les cartes. J'étais pas giga intéressée. De manière générale, moi les flashbacks et tout, c'est pas trop mon truc. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Rebel Witch de Kristen Turkatili et on part sur des sorcières. Est-ce que je le commence ce soir ou pas? Oh là là. Bref. Turn around till we were upside down. I'll be the bad guy now, though I ain't too proud. I couldn't be there, even when I tried. You don't believe it. We do this every time. Seasons change and our love. Non mais c'est horrible, mais à l'aide. Cause we can't let it go. Run away, but we're running in circles. Run away, I dare you to do something. I'm waiting on you again, so I don't take the blame. Run away, but we're running in circles.
run away, let go. I got a feeling that it's time to let it go. I said Mes chers amis, je suis à un tiers environ. Très bien. C'est ça qui est bien avec les tomes 2, c'est que tu perds pas de temps au début à réintroduire pas mal de choses parce que tu connais déjà tout l'univers. Donc en fait, ça redémarre immédiatement. Rune, elle a trahi Gideon parce que il a appris que c'était une sorcière alors qu'ils étaient amoureux et que lui c'est un chasseur de sorcières. Et le frère de Gideon, qui était le meilleur ami de Rune, est mort en se jetant devant Gideon pour le protéger d'une balle. Donc Rune, en fait, elle est exilée dans un autre pays parce que bah, c'est une sorcière quoi, et elle est recherchée. Notamment parce qu'elle a aidé Cressida, et Cressida, en gros, c'était l'ancienne reine sorcière. Gideon, la raison pour laquelle il l'a traquée, c'était pas seulement parce que c'était une sorcière, mais c'était aussi parce que cette meuf est une persécutrice, perverse, sexuelle, agresseuse, tout ce que vous voulez quoi. Ça faisait des années qu'elle torturait et qu'elle agressait Gideon. Sauf que sa Rune, en fait, elle le savait pas, et quand elle l'a su, bah c'était trop tard. Donc là, la situation quand on attaque, Rune, elle est un petit peu obligée d'exécuter tous les ordres de Cressida, parce que bah, Cressida, c'était la reine des sorcières. Cressida veut créer une armée pour venir envahir le pays pour rétablir en fait le règne des sorcières. Le truc c'est que bah, ça veut dire tuer Gideon, et ce que j'aime bien c'est que Rune elle doute. Je n'aime pas non plus Cressida, hein. Je soutiens absolument pas ce qu'elle a fait notamment à Gideon, mais c'est la moins pire des deux. Entre les tueurs de sorcières, chasseurs de sorcières qui tuent mes sœurs, et Cressida qui veut tuer les chasseurs de sorcières, et bah excusez-moi de vous le dire, mais je vais m'allier à Cressida. Et ça j'aime bien qu'elle le reconnaisse. J'avais peur qu'elle soit en mode non mais Cressida elle est vraiment très gentille, non pas du tout. Elle sait qu'elle travaille un petit peu pour le démon, et d'ailleurs ça n'a pas tenu très longtemps parce que dès la page 5, Cressida attaque Gideon et elle est en mode... Elle sauve Gideon, et j'adore parce que de base Gideon était venu pour la tuer et elle se retrouve à le sauver. Leur relation elle est un peu tendue, lui il est amoureux d'elle et il est complètement attiré par elle, genre il fait toutes les 2 secondes des remarques à quel point il a envie de patati patata quoi. Le truc c'est qu'en même temps il dit non mais il faut que je la tue, il faut que je la tue, il faut que je la tue, et du coup il est un petit peu dans ce débat de je vais la tuer mais genre pas tout de suite parce que là j'arrive pas. Elle aussi elle est toujours in love de lui hein, mais elle ne le dit pas et elle est en mode mais ouais mais t'inquiète moi aussi je te déteste et tout ce que je faisais c'était pour te manipuler. Donc là ce qui va se passer c'est que tous les deux ils vont être persuadés que l'autre le déteste jusqu'au jour où ils vont craquer en mode mais non mais tu vois pas qu'en fait tu es amoureuse de toi. Et là ils sont donc sur un bateau de croisière qui est censé donc les ramener dans leur pays d'origine et ils se font passer pour un couple de nouveaux mariés. En bref ce tome 2 c'est toujours autant de peps, de situations intelligentes. Elle sait créer des scènes où t'es comme ça. En fait je me souviens à quel point j'avais aimé le tome 1. Il va juste avoir une giga battle finale à la fin, genre Cressida contre le reste du monde. Et le truc qui peut me faire chier c'est si jamais il reste vraiment longtemps. Non mais je te déteste, je te déteste. Et j'apprécie à quel point c'est écrit gros. I knew this was due from the get-go. You thought that it was special, but it was just the sex though, the sex. What the hell you think you're doing with my wife? The echoes, I got a feeling that it's time to letting go. Seasons change and our love went cold. Feed the flame cause we can't let it go. Run away but we're running in circles. Run away, you run away. I dare you to do something. I'm waiting on you again so I can take the blame. Run away but we're running in circles. Run away, you run away, run away. C'est le moment où ils vont se retrouver. Tape des mains, ils se retrouvent. Est-ce que Chihiro a déjà entendu Chihiro? Not today. Maybe tomorrow. Open up the door. Won't you open up the door? I thought they killed you. I thought I'd never see you again. I need your blood. Go ahead. Whoa. 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 Going through, it's only me. What you gotta lose, make up your mind. Tell me what are you gonna do? It's only me. Letting go. Seasons change and our love went cold. Feed the flame cause we can't let it go. Les amis, je viens
viens de terminer Rebel Witch et je me sens hyper bizarre par rapport à ce livre. Très très cool, mais vous savez, j'ai un peu l'impression d'avoir lu une version de l'histoire. Chaque action que les personnages faisaient, chaque décision, j'avais un peu l'impression comme si c'était pas forcément la bonne. Je sais pas si je m'explique, mais en gros, j'étais consciente des choix qu'ils faisaient. Je n'ai pas été convaincue par le choix de scène et le choix de direction. J'ai préféré le tome 1. Au début, Gideon et Rune se détestent. Genre, ça a duré peut-être un tiers du livre. Il y avait des scènes où tu sentais que l'autrice, elle avait besoin de faire certains trucs, notamment certains tropes. C'est hyper étrange parce que je sais pas si dans le tome 1, ça paraissait autant fait exprès, mais là, il y avait 2-3 scènes où j'étais en mode waouh, un peu fait exprès, tu vois. À un moment donné, la meuf se fait fouetter à la mort par Cressida, la méchante, et j'ai pas trop compris, enfin, si c'était de la pure haine, ok, mais tu vois, Cressida, elle a jamais eu de rédemption, on n'a jamais vraiment compris pourquoi elle était si vénère. Enfin, moi, j'aurais bien voulu qu'à un moment donné, elle s'exprime et elle dise toutes ces années, tout ce que j'ai voulu faire et tout, enfin, je sais pas, qu'on comprenne pourquoi elle est si méchante. Rune a failli crever, et Rune, alors attendez, à ce moment-là, j'ai un peu halluciné, je vous avoue, Rune s'est dit, je suis en train de crever. Oh, mais ça tombe bien, c'est exactement ce qu'il faut faire dans le sort pour que Gideon, il ne soit plus lié à moi, patati patata. Et la meuf profite du fait qu'elle est en train de crever pour dessiner un sortilège par terre. Et donc, moi, je veux bien, mais en fait, je me dis, mais quand tu es dans cette genre de situation, je pense pas que tu réfléchis, en fait, à te dire, ah putain, mais au cas où, je vais mettre un sortilège. Ça faisait vraiment, il faut absolument qu'à un moment donné, Rune frôle la mort pour qu'elle puisse faire ce sortilège. Donc du coup, je vais faire en sorte que Cressida la fouette. Enfin, j'avais l'impression de voir dans chacune de ces scènes la raison pour laquelle elle a fait ça. Et du coup, ça m'a dérangé. Plein de fois, ils se sacrifient l'un pour l'autre, mais dans le plus grand des calmes. Et ils font que dire oui, mais je ferai tout pour toi et tout. Alors qu'en soi, ils ont pas traîné tant de temps que ça ensemble. Dans le tome 1, ils se sont un petit peu vus, quoi. Mais dans le tome 2, ils ont passé la première moitié du tome à se détester. Et puis le switch de finalement, je suis amoureux de toi. Oui, il s'est fait rapidement. Et surtout, il y a eu aucune transition. C'était pas d'un coup, on commence un petit peu à être gênés l'un envers l'autre, on essaie un petit peu de faire des sous-entendus. Non, d'un coup, c'était ok, je vais me sacrifier pour toi, je me tue pour toi. De tous les côtés, hein. Genre lui, mais combien de fois il s'est rendu comme ça en mode je me rends en pensant qu'il allait crever juste pour que elle s'enfuit. Et au final, le mec arrive à baratiner pour ne pas crever. Tu le fais une fois, ok, mais là, 3 fois d'affilée, le mec est passé devant la justice et il a dit oui, mais s'il vous plaît, me tuez pas parce que je suis en train de mettre un plan en place, machin. Et le mec s'en est toujours sorti. Dans l'ensemble, un enchaînement de scènes un peu trop facile et un petit peu trop évident. Et jusqu'au 80%, j'étais pas sûre que ce serait une duologie parce que ce n'était toujours pas réglé et les deux ne s'étaient toujours pas avoués leurs sentiments. Et au final, les 10 dernières poussants, poum, poum, poum. Je pense qu'elle aurait pu le réécrire de 3 autres façons différentes. Ça aurait peut-être été une meilleure idée. Je sais pas si jamais elle a été pressée pour l'édition ou quoi. Il y a eu un discours qui m'a fait trop rire. Genre, Gideon, à un moment donné, il dit non, mais vous comprenez pas que l'amour est plus fort que tout. Cressida ne sait pas que grâce à l'amour, nous allons vaincre. Frérot, il y a 3 semaines, tu voulais la tuer et tout. Et c'était quand même plutôt addictif, plutôt entraînant, il se passe plein de choses. Tu vois, enfin, j'ai pas été satisfaite de leur scène. Ils ont pas vraiment eu une vraie scène de retrouvailles parce qu'ils sont plus ou moins séparés au milieu du tome où ils pensent que l'un va crever. Au final, ils se retrouvent, ils ne font que cavaler. Ils ont un seul moment, alors non mais ça aussi, ils couchent plus ou moins ensemble dans un train alors qu'ils viennent de passer 4 jours à s'enfuir dans la forêt. Moi, j'aurais pas fait ça. Ça, tu vois, je me dis, j'aurais aimé qu'elle ait vraiment une belle scène de tous les deux. On a un épilogue, mais moi, je suis un épilogue, je considère que si tu mets ça épilogue, c'est que ça fait pas partie du livre. Et on ne les a pas vus vraiment avoir une vraie scène de réconciliation. Et je pense que je vais lui mettre 3 étoiles parce que quand même, j'ai eu 2-3 scènes qui étaient cool, mais il faisait un peu plus fan service. La prochaine lecture, les amis, nous allons lire Defend the Dawn de Brigitte Kammerer. C'est le 2e tome d'une trilogie, les amis, donc je m'embarque dans encore un autre tome, mais franchement, j'ai tellement d'espoir. Après, je sais pas du tout comment elle peut rebondir parce que on avait déjà vu tellement de choses dans le 1. There's blood on the side of the mountain. There's writing all over the wall. Shadows of us are still dancing in every room and every hall. There's snow falling over the city. You thought that it would wash away the bitter taste of my fury and all of the messes you made. Yeah.
trees, I'm in the breeze, my footsteps on the ground. You'll see my face in every place, but you can't catch me now. Through waiting grass, the months will pass, you'll feel it all around. I'm here, I'm there, I'm everywhere, but you can't catch me now. No, you can't catch me now. Mesdames et messieurs, je suis arrivée à un premier quart. Je sais pas c'est quoi, c'est un quart ça. Et pour le moment, c'est celui dans lequel je suis le moins à fond depuis le début de cette vidéo. On m'avait prévenu que cette trilogie, c'est vraiment de la fantasy. C'est pas vraiment de la romantasy, contrairement aux deux premiers que j'ai lus. C'est-à-dire qu'on est vachement centré sur plot, ces histoires-là de politique, de stratégie entre tous les royaumes, et que la romance, elle est quand même vachement au second plan. Et c'est vrai que ben, je le remarque un petit peu, quoi. Après, franchement, je suis toujours très ouverte. Je continue de lire, je suis intéressée, j'aime beaucoup les personnages. Elle a réfléchi de ouf en fait à tout son monde, à toutes ses intrigues politiques et tout. On retrouve Tessa et Korik dans une situation un peu chiante. Là, ce qu'ils essayent de faire, c'est convaincre tous les autres royaumes de diluer les antidotes pour qu'il y en ait plus et pas le faire juste au sein de leur royaume à eux. Et pour ça, il faut qu'ils embarquent sur un putain de bateau pour aller convaincre les autres royaumes. Plot de base, je vous avoue, ça me fascine pas de ouf. J'aime pas quand il y a vraiment cette histoire de quête, là, il faut partir en bateau, il faut aller voir des gens. Souvent, ça a tendance à me saouler. Donc je compte sur quand même la romance, même si elle est au second plan pour me tenir en haleine. Notre Tessa et notre Korik. Maintenant que Tessa, elle est à la cour et qu'elle travaille pour Korik, ils peuvent pas se faire des petits bisous comme ça n'importe quand. Parce que ben, il faut que ce soit officiel qu'ils se courtisent. Parce que nous sommes au 18e siècle. Ils sont un peu gênés parce qu'avant, ils se faisaient des petits bisous en secret quand ils étaient ouais, c'était ça. Mais maintenant que Korik, ben, il a repris sa full identité de prince, et ben il peut plus embrasser qui il veut, quoi. Ils sont dans cette espèce de non-dit où, comme ils sont hyper busy, ils ont pas trop le temps de se voir, ils jouent aux échecs ensemble avant d'aller se coucher, et ils commencent à être un petit peu jaloux parce que du coup il y a des gens qui tournent autour de Tessa parce qu'ils savent pas que c'est déjà sa girl, tu vois. Et Tessa, elle est un peu perturbée parce qu'elle se retrouve à la cour, entourée de toutes ces personnes hyper riches et tout. Et en fait, elle, c'est pas son milieu, quoi. Elle vient de ce qu'ils appellent The Wild, et certes, elle sait qu'elle est là et elle fait le bien et elle se bat, mais elle a l'impression en fait d'être passée du côté de ceux qu'elle a passé sa vie à haïr. Et donc on a un troisième point de vue qui est The Outlaw, un mec qui est enfermé dans The Wild. Il discute avec une meuf qui s'appelle Violette. Alors je vous avoue que j'ai pas tout capté, je ne sais pas comment ce mec va nous servir, est-ce que c'est le frère perdu? Voilà, donc je vais continuer à lire, j'espère. En fait j'aimerais bien finir peut-être demain dans le train si je... I bet you figured I'd pass with the winter, be something easy to forget. Oh, you think I'm gone 'cause I left, but I'm in the trees, I'm in the breeze, my footsteps on the ground. You'll see my face in every place, but you Plot twist! Plot twist! And you say I abandoned the ship, but I was going down with it. Tessa, I love you. You lied about everything. Eat the food, Tessa. Franchement, les personnages principales qui refusent de bouffer quand elles sont emprisonnées juste pour prouver que genre elles sont pas contentes. Frérot, je peux être en colère, mais je préfère être en colère en ayant mangé, tu vois. Donc c'est bien gentil d'exprimer tout mécontentement, mais bouffe. Bon les
amis, j'ai terminé Defend the Dawn. Ce livre n'était pas du tout dans la continuité des deux premiers. On n'était pas dans la romantaisie. Comme c'est une trilogie, bah en fait ce tome il explose pas de ouf. C'est un petit peu un tome de transition et je vous avoue que j'en attendais vachement plus parce que Defy the Night, mais ça explosait dans tous les sens. Tessa et Corey, ils étaient vachement au second plan et j'aurais aimé que peut-être ils prennent un petit peu plus de place. Toutes les intrigues politiques étaient au premier plan, mais ça a mis du temps à se relancer et surtout j'ai un peu oublié en fait qui était qui. Donc ça c'est de ma faute. Tout le principe de ces livres c'est qu'ils passent un pacte avec un autre pays pour que ce pays leur donne des pétales de rose là et que eux ils leur donnent de l'acier. Et vous voyez, moi c'est bien gentil mais j'en ai rien à foutre. Donc si vous voulez vraiment une saga qui est hyper bien pensée avec son world building, qui joue vraiment sur les trahisons, les complots, les rois, les reines, machin, et ben let's go. Là ils ont eu une ou deux scènes ensemble qui n'étaient même pas bien. Leur problème c'était que maintenant que Tessa est une personne officielle à la cour, et ben ils peuvent plus s'embrasser à H24. Korik est dans ce truc où il ne veut même plus l'approcher. Genre le mec est passé du tout ou rien. Je ne saurais même pas vous expliquer pourquoi il n'a pas voulu rendre ça officiel. Elle du coup elle était hyper vexée, chose qui est normale, et quand elle lui a dit mais en fait je ne comprends pas, genre qu'est-ce qui te retient en fait, et ben il lui a dit un truc dans le genre non mais vraiment quelque chose qui me retient en fait, genre c'est pas contre toi mais je voulais, je t'aurais déjà eu dans mon lit hein. Mais Korik, mais c'est pas gentil. Ben du coup frérot agis quoi, parce que tous les mecs voulaient se taper Tessa là sur ce putain de bateau, tout ça pour qu'au final Korik lui dise mais I love you, sois clair dans tes actions. Donc petit Korik, tu as manqué de cohérent, t'étais pas très sexy dans ce tome. J'espère que je vous ai pas trop cassé votre envie de le lire hein, parce que c'était quand même bien, je crois que j'ai mis 3 étoiles, ça reste une lecture convenable et voilà. Le prochain livre les amis, je n'aurai pas de version papier parce que vous m'excuserez, je vais pas non plus dévaliser Vinted même si c'est très pratique. Je vais lire Glow of the Everflame Ben Cole. Celui-là je vous avoue que je suis bien hype. Après le problème est le même, c'est une quatuorologie, donc watch me lire un tome 2 pour qu'au final je repousse la lecture du tome 3 et 4 à dans 18 ans là. Les personnages étaient cool, ça a resté une base de romantaisie vue et revue mais pas du mauvais côté du terme. Et surtout la fin du premier tome était giga bien. Alabama, Arkansas, I do love my mom and pa, not the way that I do love you. Well, holy moly, me oh my, you're the apple of my eye. Girl, I never loved one like you. Oh man, you're my Je best suis à friend, 23% de Glow of the Everflame et c'est trop bien. Vraiment cette saga, j'avais déjà capté avec le tome 1 que c'était très cool, c'était très sympa. Je sens vraiment que l'autrice, elle a pas tout misé sur le tome 1. Vous savez, notamment dans Heartless Hunter, quand tu lis le tome 1, t'as déjà vécu une vie quoi. Dans le tome 1, les deux là, ils s'étaient pas vraiment chopés quoi. Et surtout, elle, il restait encore plein de choses à gérer avec son mec là, humain qui fait partie de la résistance, sa mère. Le premier tome était introductif. Du coup, là dans ce tome 2, on commence un peu à se régaler. Et ça me fait plaisir en fait de ressentir ce truc de allez ça va durer longtemps. Là je suis vraiment à fond, je me vois bien la terminer. Donc du coup on reprend notre petite DM juste après l'énorme explosion que les résistants ils ont fait là, et c'est elle qui a sauvé en fait les descendants parce qu'elle était en mode ok non, et en fait à ce moment là elle s'est fait carrément brûler vivante. Luther qui la sauve, et quand elle est à moitié inconsciente il lui dit je t'aime, tu es mon mate, et donc on capte que mates are back, everybody gets a mate. Elle a la couronne sur la tête. C'est la déesse du pouvoir qui choisit. Mais what? Mais non, mais c'est pas possible. Sa mère, elle lui faisait prendre des cachets pour repousser sa magie. Et le truc, c'est que Lucer, il le sait. En fait, elle pète son cas parce que, genre, elle lui reproche 10 milliards de trucs, genre, elle est giga vénère. Je pensais pas qu'on reverrait la gueule de ce mec, mais putain de Henry, donc le mec humain, se pointe au château. Elle craque et, genre, tu sais, elle lui fait un giga câlin parce qu'en fait, elle est tellement perturbée par cette nouvelle vie qu'elle a besoin de retrouver sa normalité. Elle a besoin de retrouver sa zone de confort. Oh putain, genre, il va me tuer. En fait, au début, il est en mode, mais quoi, mais tu me dégoûtes, comment t'as pu. Et elle dit, mais frérot, je ne savais pas. Et ils finissent par s'embrasser, putain. Et elle lui dit, I love you. Ce mec, on le déteste en fait. Il ne sert à rien. Genre, c'est le Aspen de ce livre, quoi. Et en gros, elle craque un peu et genre, ils sont à deux doigts de baiser. Et là, Lucer, il entre.
Ce mec le calme impérial. Le mec sait que c'est sa mate, il dit rien. Je suis grave admiratif. Si jamais les gens pensent qu'elle ne mérite pas la couronne, ils peuvent la défier. Elle a peur que ça arrive. Ce que je crains, c'est que il y a quelqu'un qui va se mettre pour se défier. Et Luther, il va dire ok, moi aussi, alors je vais la défier. Si jamais il y a plusieurs personnes, le régent choisit la personne la plus puissante. Comme ça, c'est Luther qui sera choisi. Il va faire exprès de perdre. Sauf que le combat, et c'est un combat à mort. Genre les gars, je suis sûre que ça va se passer comme ça. Je l'avais dit. Et elle va dire mais non mais Luther, mais qu'est-ce que tu fais? Deuxième, elle fait un peu nimp. Elle est paumée de ouf. Putain, mais je sais pas si je suis toujours amoureuse de Henry. Elle a des réactions débiles. Moi j'aime bien parce que je me dis ouais en fait genre ça c'est crédible. Genre la meuf elle est en PLS de malade. Elle s'accroche à ce vieux mec tout pourri là parce qu'elle a passé sa vie avec lui. Je trouve que c'est un peu normal quoi. Alors que ton vrai mec il est littéralement en face de toi. Mais bref, ça ce sera pour le tome 3. You are my mate. Oh my god, on va manger de la soupe. Voilà, donc je vais me coucher et on se dit à demain les amis. Ain't nothing that I need. Well, hot and heavy pumpkin pie, chocolate candy, Jesus Christ. Ain't nothing please me more than you. Oh, home, let me come home. Home is wherever I'm with you. Oh, let me come The Nile is a river in Egypt. Home is wherever I'm with you. Mesdames et messieurs, je suis à 80% de Glow of the Everflame et il faut absolument que je fasse une petite pause là tout de suite parce que sinon je vais le bouffer et vous allez jamais savoir en fait ce que j'ai pensé pendant ma lecture. Donc déjà, ce livre est extrêmement addictif, ça se lit comme ça. En fait ce livre se passe sur genre 2 semaines, un mois quoi, c'est très court, on fait pas grand chose, c'est vraiment un livre zoom quoi. Toutes les autres grandes maisons de Fae viennent pour la rencontrer et en fait estiment un petit peu s'ils la trouvent capable ou non et ils ont le droit à la fin d'une période de transition de 2 semaines ou je sais pas quoi, de dire ah ben nous on pense qu'elle va pas savoir gérer le royaume, du coup on la challenge. Elle a aucune étiquette, elle connaît pas les gens et tout, donc elle est en putain de galère. En plus de ça, il y a tout le monde qui essaye un peu de venir la manipuler parce que forcément comme c'est la reine, et ben ils se disent qu'ils veulent avoir sa faveur et tout, sauf que vu que elle connaît rien ni personne, et ben en fait tu peux lui raconter tout n'importe quoi, elle ne sait pas en fait qui croire, donc la pauvre. Et en plus de ça, son petit amoureux là, Luther, et ben en fait lui il donne sa life pour elle, genre le mec il travaille nuit et jour, sauf que comme il veut pas lui dire où est-ce que sa mère est, et ben elle est en mode non mais je te déteste, et genre toutes les 30 secondes elle lui dit non mais tu n'es rien pour moi. Et elle se rend pas compte à quel point le mec il est à ses pieds, et surtout ils ont une discussion sur les mates, et là mais regardez-moi faire mes énormes gros yeux. Par contre ils ont dit que c'est possible d'avoir des one-sided, genre que ce soit pas réciproque. Moi j'ai pas envie en fait que ce soit pas réciproque, donc pour favor réciproquez-moi tout ça. Elle est grave maintenant mais je ne peux pas m'engager auprès de Luther parce que je suis fiancée à Henry, et elle le répète en mode non mais moi je suis fiancée à Henry. En même temps ça me saoule, mais en même temps je la comprends parce que la meuf c'est la seule personne qui lui reste quoi. De plus de ça elle arrive pas à faire de la magie parce que son don il est un peu bloqué, et tout le monde lui demande ouais mais tu vas faire quoi alors, comment tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que machin, elle est en mode mais je ne sais pas. Donc un truc que j'aime bien c'est que cette meuf est toujours aussi relatable. Des fois c'est un peu une peste, c'est un peu une ado, et en fait c'est juste une meuf de 21 ans quoi qui récupère un royaume. Moi j'aimerais bien que dans ce tome elle apprenne que Luther c'est son mate, et j'aimerais bien aussi qu'elle envoie chier Henry parce que j'ai pas la foi de faire un autre tome comme ça, et je pense que le tome 3 du coup c'est le challenge. J'adore, je passe un bon moment, mais je lis plus parce que c'est addictif que parce que vraiment je suis en mode oh my god c'est trop bien, genre en fait la meuf elle est vraiment en PLS pendant tout le roman, et j'aimerais bien un petit peu qu'elle envoie. La saga, tu vois, ça se passe pas sur 55 ans, et j'aime bien qu'on s'embarque pas super loin, qu'on commence pas à partir à droite à gauche, et voilà, donc je suis assez contente. Sur ce, je vais le terminer, et j'espère vraiment qu'elle va dire I love you à Luther, parce que sinon, je vais être giga vénère. Follow you into the park, through the jungle, through the dark. Girl, I never loved one like you. Moats and boats and waterfalls, alleyways and payphone calls. I've been everywhere with you. We laugh until we think we'll die, barefoot on a summer night. Never could be sweeter than with you.
je l'avais dit. On behalf of House Courbois, I, Luther Courbois, wish to challenge the Queen. Oh oui, oh oui. Did you plan this? Mais non, mais elle va pas comprendre. Il faut qu'elle comprenne là. Meuf, il fait ça pour se sauver. I have to fight Luther and one of us has to die. Et du coup, il va faire exprès de crever pour pas qu'elle meure. Oh putain, elle est conne. He betrayed me. You betrayed me. Elle croit qu'il le fait vraiment, mais genre elle est... Mais non, putain, mais Diem, mais wake the fuck up, putain. À côté de la plaque. Elle le tape. How could you? Luther, je sais que c'est dur, mais là, il faut que tu restes calme. Oh putain, il joue le jeu! Oh non! Il joue le jeu! Oh, il fait le mec méchant! Oh non, Edward Cullen! No, I am meant to be king! C'est le plus fort des challengers qui est censé être pris. C'est pour ça que Luther, il s'est putain de proposé! Parce qu'il sait que c'est lui le plus fort, comme ça il va faire exprès de la laisser gagner. Sauf que là, si c'est elle qui choisit, elle va pas choisir Luther! You will choose me. Putain, il prend Ghislaine là. Et non, mais Luther, il va pas la laisser. Diem, I think Luther is trying. Mais enfin, quelqu'un d'intelligent. En fait, genre Taylor, le petit frère de Diem, je l'aime d'amour. Et lui, il a capté. Et Diem, I think Luther is trying. No, shut up. Dee, listen. I think Luther is. No. Change your decision. No. Do it. No! I can't fight you, Luther! The thought of killing you, I care about you too much, even if you don't feel the same. No, Marinette, she's just a friend. And then I understood. Luther never wanted to fight me, mais merci! He sank to his knees! Luther be like, fight me, please! Could hope for no better end. Oh, bébé. I am yours, Luther Courtois, scars and all. In the street you'll run free like it's only you and me. Geez, you're something to see. Oh, home, let me come home. Home is wherever I'm with you. Oh, home, let me come home. Home is wherever I'm with you. Mesdames et messieurs, je vais me mettre une petite couronne parce que j'ai terminé 4 tomes 2 et je suis trop contente. Glow of the Everflame de Pencol. Les gars, c'est 4 étoiles. En fait, ce livre m'a vraiment fait un bien fou. Typiquement, le genre de saga que j'aurais voulu écrire quand j'étais plus jeune. Genre, ça m'a fait penser à mes débuts en fantasy où je voulais trop que ma meuf principale, elle ait grave plein de potes au château, ce soit pas si sérieux que ça, que la meuf, elle soit en galère et tout. J'ai énormément aimé le changement d'environnement. Dans le tome 1, on était dans la Révolution, chez les hors-la-loi et tout, et là dans le tome 2, on est au château. Et c'est vrai que ça change d'un autre trope que je déteste, où dans le tome 1, on est au château, et dans le tome 2, on est dans la forêt. Et avec ce nouvel environnement, ben, on a des nouveaux personnages, et je pense qu'elle a voulu faire un truc un peu de Found Family, où en gros, tous les cousins Courbois, il y a un mec qui s'appelle Taran, qui est giga bon délire, le mec ne se prend pas au sérieux, il fait des blagues à Diem alors que c'est la reine. Ce mec peut très bien être ton pote, et c'est ça qui est drôle, parce que c'est un gars qui dit que de la merde. Ce côté un peu décalé et familier, ça a apporté énormément de fraîcheur, donc j'ai bien aimé. Ensuite, on a 2 meufs, Alix et Eleonore, qui sont des meufs trop cool, et pareil, j'ai bien aimé qu'elle ait trouvé des copines en fait, petite Diem, parce qu'avant elle n'avait pas d'amis. On a aussi le petit frère Taylor, putain mais heureusement qu'il est là Taylor. Et notre Diem, je dirais que c'est elle qui m'a peut-être un petit peu saoulée. Elle était vraiment en fait au bout de sa vie, et je me rends compte que c'est un peu chiant au bout d'un moment quand le personnage est au bout de sa vie durant tout le livre. Genre là, heureusement que sur la fin elle a un petit peu repris du poil de la bête. Ben on a envie d'un personnage qui, tu vois. Mais la scène du challenging, j'ai trouvé qu'elle était très intelligemment faite, parce que j'ai vraiment cru qu'elle allait mourir. Et là j'étais en train de me dire, mais attends, mais Pencol, tu vas faire mourir ta meuf au tournoi. Mais franchement, mais merci, genre enfin un tournoi qui dérape, parce que la meuf était nulle. Et résultat, ben oui, en fait, elle se fait vraiment tuer. Sauf que la magie de Lumos, le fait qu'elle ressuscite, j'ai bien aimé que elle arrive là et elle ait sa revanche et qu'elle mette tout le monde à terre, ça c'était drôle. Sa relation avec Luther, elle m'a bien plu, elle était parfaitement en équilibre avec en même temps ce côté très tropie, ce côté mec sombre et ténébreux, en même temps c'est mon mate, je suis dévouée à toi, je suis prêt à sacrifier ma vie pour toi, mais en même temps c'était pas trop oui genre powerless et tout là, genre où le mec en fait il n'a aucune substance à part être charmeur, fait des punchlines et veut la baiser H24, genre non, il avait beaucoup plus de texture je dirais là, ce petit Luther, et surtout ça se voyait que il avait son own agenda, genre le mec il savait pourquoi il faisait ce qu'il faisait, il le faisait pas juste comme ça parce que
c'est classe. En fait vraiment moi cette romantaisie elle me fait plaisir parce que elle se classe du côté des bonnes romantaisies qui savent utiliser les tropes. Pour moi là cette saga c'est vraiment ce que Ali Hazelwood fait en romance. Elle utilise les tropes qu'on adore mais elle les fait bien, ce qui fait que ça fonctionne. Donc ça me fait trop plaisir parce que ça faisait longtemps que j'avais pas kiffé de la fantasy comme ça. C'est une trilogie et le dernier tome risque d'être très sympathique parce qu'il y a pas mal de choses qui n'ont pas non plus été bouclées. Je voulais qu'elle envoie chier son mec humain de merde là, Henry. Elle l'a presque fait, genre elle est allée chez lui dans le but de lui dire ciao ciao, sauf qu'il était pas là, le gros connard là, il s'est taillé et je pense qu'il est en train de faire des trucs pas ouf là. Ensuite je voulais que Luther lui dise que c'est son mate. Il ne l'a pas fait mais il va sûrement le faire dans le tome 3. Je voulais qu'elle capte que c'était son mate mais bon c'était peut-être un peu trop demandé à Madame DM. Je voulais qu'elle prenne confiance en elle et elle l'a complètement fait. Lancez-vous là-dedans, en plus de ça les gars, il est traduit. Et le tome 2 aussi hein, pas que le tome 1, le tome 2, donc vous pouvez là tout de suite là commencer à lire la saga. Franchement la belle Calix là, vous faites un taf de ouf, genre merci en fait à l'équipe là, vous traduisez les bons trucs, je vous aime, vous êtes hyper compétents. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo de tome 2, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va vous motiver à vous aussi lire un peu vos tomes 2. Si je devais faire un classement, je mettrais en dernier Defend the Dawn, parce qu'il m'a quand même un petit peu déçu et j'en garde pas non plus un souvenir de dingue. Ensuite je vais mettre Rebel Witch, qui était quand même très cool, très addictif, mais j'ai pas été non plus hyper convaincue par la direction que les personnages ils ont pris. Ensuite je vais mettre To Twisted Crowns parce qu'elle a bossé de ouf, l'intrigue est nickel, la plume est nickel, c'est juste que j'étais peut-être pas autant investie dans les personnages que ce que j'aurais pu. Et en premier Glow of the Everflame, voilà, c'était quand même super sympa. Et si jamais vous les avez déjà lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard dans la prochaine vidéo. Bye bye.